Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur TV Liberté. TV Liberté, à sa création, Philippe Millot, qui en est le président de la chaîne, avait trouvé cette phrase-là qui nous définit tous, qu'on a conservée, c'est TVL, c'est le défenseur de l'esprit français, de la civilisation européenne. C'est vraiment une voix de la liberté, on est bien, on se sent bien. Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Ces batailles de l'influence, on les a gagnées. Le peuple doit retrouver sa place centrale des institutions démocratiques. Merci aussi à vous d'être derrière vos écrans. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, il est de toutes les guerres sans en faire aucune. Emmanuel Macron a présenté son projet de service militaire quelques mois seulement après l'effondrement de son service national universel. Le millefeuille administratif français dans le viseur du député Anne-Laure Blin. L'élu propose de s'attaquer aux agences et aux opérateurs de l'État pour trancher, espérant à minima 3 milliards d'euros d'économies. Nous irons enfin outre-Rhin où, en dépit des plans de relance et de l'endettement, l'économie allemande continue de stagner et espère à terme se refaire une santé en dépouillant l'industrie française. Un service national qui ne sera plus universel mais volontaire. Le président était attendu après les propos chocs du chef d'état-major des armées et c'est finalement des annonces à minima qu'aura présenté Emmanuel Macron. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Le regard grave et solennel, toujours surjoué. Le président de la République a fait ses fameuses annonces sur le service militaire, n'oubliant pas la formule maçonnique « en vos grades et qualités ». Entouré d'un parterre de jeunes engagés, très blancs. À Vars, en Isère, auprès de la 27e brigade d'infanterie de montagne, le président était attendu au tournant après les déclarations polémiques du chef d'état-major des armées sur l'éventualité pour les Français d'accepter de perdre leurs enfants. Au niveau des annonces, le président n'a pas vraiment surpris. Son service militaire version 2026 est prévu pour les jeunes de 18 à 19 ans, nos jeunes comme il se plaît à dire, alors que lui-même n'a pas d'enfants. Il s'agira d'un service national volontaire et purement militaire de 10 mois qui débutera à l'été 2026. Les engagés pourraient être employés dans le cadre de l'opération Sentinelle qui assure des patrouilles de sécurisation partout en France ou dans le cadre d'opérations d'assistance à la population en cas de crise. En réalité, les réservistes participent déjà à des opérations Vigipirate et ce service national volontaire pourrait s'apparenter à une sorte de réserve sur un an. Ce service national se déroulera exclusivement sur le territoire national et ne concernera que des volontaires, 3000 personnes à l'été 2026, puis un objectif de 10 000 en 2030 et 50 000 par an en 2035. Côté gros sous, ce service sera financé par l'actualisation de la loi de programmation militaire 2026-2030 qui prévoit un budget supplémentaire de plus de 2 milliards d'euros pour le service national. À partir de 2027, le programme devrait être étendu à la gendarmerie et aux pompiers de Paris et de Marseille. En revanche, le président a tenu à calmer le jeu vis-à-vis de la Russie. Mobilisation de la nation pour se défendre. Pas contre tel ou tel ennemi, mais pour se tenir prête et être respecté. Emmanuel Macron se tient donc prête. Mais peut-on prendre au sérieux cet engagement à minima du chef de l'État ? En effet, le président avait déjà fait des annonces retentissantes en matière de défense, mais la mayonnaise n'avait pas prise et personne ne voulait de son service national universel, mis à part lui et quelques-uns de ses lieutenants pour employer un langage militaire. Là où nous soutenions l'ambition d'un service national universel pour conforter la cohésion au sein d'une classe d'âge, l'accélération des crises, le durcissement des menaces me conduisent à proposer aujourd'hui un service national purement militaire qui, sans être universel, peut engager toute une génération.
C'est faux. Si son service national universel, le SNU, n'a pas existé, c'est parce que personne n'en voulait et qu'il était trop coûteux pour rien. La formule proposée pour 2026 est autrement plus cohérente et revient finalement à simplement proposer un service militaire volontaire sur un modèle pas très éloigné de celui qui a pu exister par le passé. Le temps perdu avec le SNU et l'image ridicule véhiculée à cette occasion n'aura pas franchement servi la nation française qui se serait levée pour la première fois en l'an 2, selon les déclarations décidément très républicaines du président. Alors que le débat fait rage sur les dépenses publiques, le député Anne-Laure Blin propose de s'attaquer aux agences et aux opérateurs de l'État pour économiser au moins 3 milliards d'euros. Explication Édouard Chano. 434 opérateurs de l'État, 24 autorités administratives et 317 commissions consultatives. La puissance publique devrait se serrer la ceinture, mais multiplie pourtant les organes, souvent inutiles. Alors que le processus administratif apparaît de plus en plus inefficace en France et les chevauchements de compétences de plus en plus nombreux, l'élu LR du Maine-et-Loire, Anne-Laure Blin, s'indigne de l'absurdité qui a gagné la bureaucratie française. Il y en a pléthore, ça va d'une campagne de promotion plante ton slip, c'est-à-dire qu'on met un vêtement sous la terre pour vérifier comment, mais ça les Français peuvent le voir, comment l'état du sol se comporte, des campagnes de promotion du nombre de lavages de vêtements, enfin on voit bien qu'aujourd'hui, les aberrations sont telles elles sont insupportables. Il y a quelques semaines, les marins-pêcheurs étaient confrontés à une obligation de mettre des toilettes à bord de leur embarcation. Voilà, c'est une inflation normative qui fait véritablement régner un sentiment d'angoisse et d'anxiété. Voilà, moi je crois profondément en une société de confiance. Et donc pour avoir cette société de confiance, il faut véritablement que nous ayons une administration qui soit efficace et qui accompagne plus qu'elle ne bride. L'élu veut donc rationaliser le périmètre de l'État et a déposé le 25 novembre 2 propositions de loi et une proposition de résolution pour s'attaquer à la gabegie des agences publiques. Parmi les opérateurs de l'État, Pôle emploi ou la Poste bien sûr, et parmi les autorités administratives, l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Leur budget atteint 90 milliards. Anne-Laure Blin propose de sélectionner ces institutions en fonction de leur intérêt, de leur coût et de supprimer les doublons au sein du millefeuille administratif. Elle envisage sans une rationalisation que cela soit des suppressions pures et simples d'organes inutiles ou des fusions si nécessaire. Moi, j'ai fait un travail de longue haleine durant plusieurs mois où je m'attelle véritablement à cette administration administrante, à cette bureaucratie qui devient insupportable à vivre pour bon nombre de Français, mais aussi beaucoup d'entrepreneurs. Et donc, j'ai fait ce travail de dénombrer via des textes budgétaires, qu'on appelle les jaunes budgétaires, et recenser, selon une méthode très simple, l'efficacité des organismes, les coûts de fonctionnement de ces organismes et les doublons potentiels qui peuvent exister déjà dans le millefeuille administratif. Vous avez d'un côté la France et les Français, les représentants qui représentent la France et les Français, et puis vous avez, oui, un fonctionnement administratif qui est en autorégulation, en autogestion, qui ne répond à aucune volonté et qui parfois prend des décisions souvent, je dirais, des décisions qui sont déconnectées. Et donc oui, je crois que s'attaquer au millefeuille administratif de l'État, à ce phénomène d'agencification de l'État, c'est redonner le pouvoir aux Français. Par exemple, dans le viseur de l'élu, la suppression de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur, puisque la Bibliothèque nationale de France, la BNF, a déjà la charge de la conservation d'ouvrages. De quoi faire économiser 20 millions d'euros par an à l'État et donc aux contribuables. Anne-Laure Blin propose par ailleurs de fusionner le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, CEREQ, et l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, dont les missions sur l'aide à la formation sont analogues et qui coûtent respectivement 12 et 33 millions d'euros par an. Autre suppression possible, la Commission consultative des recherches archéologiques à l'étranger ou encore l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique, mais aussi le Haut Commissariat à la stratégie et au plan à l'utilité pour le moins relative, l'ADEME et son budget de 290 millions d'euros ou encore les 12 conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux qui coûtent 60 millions par an. Je me suis appuyée sur des documents publics qui sont les jaunes budgétaires, dans lesquels il y a effectivement dénombré les coûts engendrés par un certain nombre d'instances. Et donc j'ai calculé en fonction des instances qui sont aujourd'hui mises en œuvre, les doublons qui sont effectifs avec d'autres institutions, et on en arrive effectivement à peu près 3 milliards. Mais
c'est un début, c'est un commencement, parce que la réalité, c'est que les agences, l'agencification de l'État, c'est près de 80 milliards. Donc, on a véritablement des sources d'économie. Et donc, j'ai dénombré une centaine de comités, commissions, etc., quel que soit leur nom d'ailleurs, qui effectivement avoisinent les 3 milliards aujourd'hui de coûts de fonctionnement. Bien sûr, s'attaquer au rentier de la réglementation et de la complexité administrative est ardu. Anne-Laure Blin confie être déjà confrontée au sentiment retors de l'indispensable, à des rétentions d'informations et à la résistance passive des organismes publics. Tous les intérêts risquent de se coaliser contre les propositions de la députée, mais elle espère bien profiter de la niche parlementaire de son groupe en janvier pour taper du pied dans la fourmilière. L'industrie allemande, minée par le prix de l'énergie, continue sa descente aux enfers avec la fermeture hautement symbolique de ses usines Ford en Sarre. Berlin tente le tout pour redémarrer sa machine économique. Nicolas de Lamberterie. Après le coup d'État constitutionnel du printemps 2025, l'Allemagne sort désormais ce qu'elle appelle le bazooka budgétaire, avec un budget fédéral en très fort déficit, dans l'espoir de relancer sa croissance et son industrie, notamment militaire. Pour rappel, après la crise financière de 2008, l'Allemagne avait inscrit dans sa constitution l'interdiction de présenter des budgets fédéraux en déficit. Pour se défaire de cette contrainte, l'élite politique allemande a littéralement tordu le bras à la démocratie juste après les élections fédérales de février 2025, en réunissant quelques semaines après les élections le précédent Bundestag afin de lui faire voter une réforme constitutionnelle supprimant l'interdiction du déficit budgétaire. En effet, il était impossible de voter cette réforme avec le nouveau Parlement, car il n'y avait pas la majorité des 2/3 nécessaires en faveur de cette réforme, et il était impossible de la faire voter avant les élections de février, puisque la CDU faisait campagne électorale sur la rigueur budgétaire. Et au final, pour forcer la main au vert, leur chef de file Annalena Baerbock a été propulsée présidente de l'Assemblée générale des Nations unies. En résumé, toute cette histoire a été un modèle de négation de la démocratie et d'arrangement entre copains. Et maintenant que le chancelier Friedrich Merz a les mains libres pour présenter un budget en déséquilibre, il ne s'en prive pas. Et il faut bien dire que la situation allemande est catastrophique. La fermeture en catimini de l'usine Ford en Sarre, qui tournait depuis un demi-siècle, est le symbole de cette Allemagne qui s'effondre. De pays cités en modèle, l'Allemagne est devenue l'homme malade de l'Europe. Le pays a connu 5 années de croissance nulle et 25% de baisse de sa production industrielle en 8 ans. L'industrie automobile allemande, concurrencée par la Chine, fait des plans de licenciement massifs et ferme des usines. Plus généralement, l'industrie allemande souffre de l'énergie chère, des fameuses sanctions contre la Russie et du choix allemand du tout énergie renouvelable. Pour tenter un retour en force, le chancelier allemand Merz a fait adopter un véritable bazooka budgétaire pour relancer l'économie par des injections massives d'argent public. Environ 500 milliards d'euros pour les infrastructures et 1000 milliards d'euros pour l'industrie de défense allemande en 10 ans. Et les infrastructures allemandes ont réellement bien besoin d'être refaites, tant elles illustrent elles aussi l'affaissement du pays. Quiconque a déjà traversé l'Allemagne en automobile sait à quel point le réseau autoroutier d'outre-Rhin, qui à la différence de la France n'est pas secondé par un réseau de routes nationales, est souvent surchargé, en rénovation permanente, et constitue une véritable roulette russe avec des ralentissements, des bouchons et autres accidents en pagaille. Et depuis plusieurs années, c'est aussi le réseau ferroviaire allemand qui commence à sérieusement flancher, avec une accumulation de retard désastreuse, au point que les chemins de fer suisses commencent à réorganiser leurs liaisons internationales sans l'Allemagne, en raison des retards trop importants de la Deutsche Bahn. On en viendrait presque à se demander comment et pourquoi l'Allemagne, qui était pourtant florissante jusqu'en 2020, a pu à ce point délaisser son infrastructure pendant aussi longtemps. Outre la réfection de ses infrastructures, l'Allemagne semble désormais miser à fond sur l'industrie de défense et cherche en priorité à étouffer l'industrie militaire française. L'autre méthode utilisée par l'Allemagne, c'est de chercher à voler la croissance sur le dos de ses partenaires européens. Merz vient de nous gratifier d'un nouveau croche-patte. L'Allemagne, qui a imposé des prix de l'électricité
très cher à toute l'Europe, avec le marché européen de l'électricité et le tout énergie renouvelable, va offrir à son industrie une électricité à 5 centimes le kilowattheure en la subventionnant directement par l'argent public. Pourquoi se gêner, puisque les dirigeants français sont couchés et se laissent faire. L'autre stratégie de rebond de l'Allemagne vis-à-vis de ses partenaires européens, c'est d'écraser l'industrie de défense européenne en offrant 1 000 milliards d'euros de contrats à l'industrie de défense allemande. Von der Leyen appuie les efforts allemands en demandant à tous les pays européens d'augmenter leurs achats d'armement. Les Allemands sont même capables, sans honte aucune, de faire du chantage à Dassault sur le projet SCAF. Soit vous nous cédez le leadership et vos technologies, soit nous vous évinçons du programme d'avions du futur. La France est traitée comme un paillasson par l'Allemagne. Elle est trahie par des dirigeants français soumis et incapables de défendre les intérêts nationaux. On appelle ça l'amitié franco-allemande dans les milieux autorisés. Dès lors, on comprend mieux la volonté très dure de certains en Europe de maintenir une confrontation de haute intensité dans le cadre du conflit russo-ukrainien, étant donné qu'ils misent sur l'industrie de défense pour relancer les pertes subies dans d'autres secteurs industriels ou économiques. L'histoire nous dira si ce choix était judicieux, même si on peut d'ores et déjà émettre quelques réserves. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Les révélations sur les failles de la sécurité du Louvre se poursuivent. Mercredi, le président de la Commission de la culture du Sénat, Laurent Lafont, est revenu sur le rapport dévoilé la veille par Le Monde, selon lequel des experts avaient lancé l'alerte dès 2018 sur la vulnérabilité du balcon de la galerie Apollon. Selon le sénateur LR, cette faille était déjà connue depuis 1976. En effet, l'épée de Charles X a été volée au musée du Louvre, dans cette même galerie, et les cambrioleurs étaient passés par la même fenêtre. Mais les directeurs qui se sont succédés au Louvre n'auraient jamais jugé utile de corriger cette faille. Prendre les transports à Paris ne sera pas un régal en 2026. Mercredi, le vice-président d'Île-de-France Mobilité a annoncé d'importants travaux de rénovation du réseau de métro et de RER pendant l'année à venir. À titre d'exemple, la station Nation sur le RER A sera fermée pendant les mois de juillet et août, tandis que la ligne C sera interrompue entre la gare d'Austerlitz et l'ouest de Paris du 5 juillet au 22 août. Les usagers du RER C commencent à avoir l'habitude. Enfin, de nombreuses lignes de métro seront fermées plus tôt en soirée ou verront certains arrêts supprimés. Un gang qui a du palais. Le procès de 12 membres présumés du gang des Grands Crus, dont 6 Chinois, s'est ouvert mercredi à Bordeaux après 2 ans et demi de bataille procédurale. Ils sont poursuivis pour vol avec effraction en bande organisée, association de malfaiteurs et recel, avec un préjudice estimé à 5 millions d'euros. Le réseau, démantelé en décembre 2020 par un coup de filet en Gironde, en Dordogne et dans la Loire, visait des entrepôts de vins prestigieux autour de Bordeaux. Une opération en mars 2021 à Aubervilliers a révélé une filière de recel impliquant commerçants et restaurateurs asiatiques avec suspicion d'export vers la Chine. Des centaines de bouteilles saisies incluent les prestigieux Bordeaux, Pétrus et Château d'Yquem, mais aussi le célèbre vin de Bourgogne de la Romanée-Conti et d'autres grands crus. Le butin en vin excède 3 millions d'euros. À cela s'ajoutent des vols de véhicules et des dégradations. Les cambrioleurs opéraient de nuit avec des fourgons volés. L'accusé principal, un Girondin de 34 ans au casier chargé, est jugé en récidive pour violence aggravée et vol de 100 000 euros sur ses complices chinois. Il risque 20 ans de prison. Un premier procès avait été ajourné en 2023 pour irrégularité. L'affaire a été renvoyée par la Cour de cassation. Renaissance touristique pour Notre-Dame de Paris. Déjà 11 millions de visiteurs ont franchi les portes de Notre-Dame de Paris depuis sa réouverture le 7 décembre 2024, marquant un record potentiel pour l'année. Après le chantier post-incendie et le retour du culte dans la cathédrale, en un an, 1600 célébrations ont eu lieu, les responsables ecclésiastiques demeurent vigilants et la jauge a été abaissée à 30 visiteurs par minute pendant les offices contre 50 habituellement. Avant l'incendie, la fréquentation oscillait entre 10 et 12 millions annuels. 2026 pourrait connaître de nouveaux chiffres records avec l'ostension de la couronne d'épines tous les vendredis de 15h à 18h30 dès le 5 décembre, ainsi que l'aménagement de la chapelle Saint-Guillaume avec un autel en pierre lutétienne pour la garniture de Viollet-le-Duc, et enfin l'installation des vitraux de Claire Tabouret installés en s'installant sur les côtes du patrimoine pour reprendre les termes de la Tribune de l'Art. L'actualité internationale en bref. Fusillade à 2 pas de la Maison-Blanche. Un homme a tiré sur des gardes nationaux, blessant grièvement 2 d'entre eux, hier, 26 novembre. L'assaillant, un réfugié afghan arrivé en 2021, a été neutralisé par les militaires et se trouve dans un état critique. Le président Trump a qualifié l'attaque d'acte terroriste et promis des mesures contre les bénéficiaires du programme afghan. Le FBI enquête sur les motivations encore inconnues.
La maire démocrate Muriel Bowser a quant à elle renouvelé ses critiques contre le déploiement fédéral de la garde nationale dans la capitale américaine, le président ayant régulièrement fustigé l'insécurité qui y règne. Nouveau coup d'État en Afrique. Des tirs ont retenti mercredi près du palais présidentiel de Guinée-Bissau, où des militaires ont pris le contrôle alors que le pays attend les résultats des élections présidentielles et législatives de dimanche. Des hommes en uniforme ont sécurisé la principale artère menant au palais, provoquant la fuite des passants. Le camp du président sortant Umaro Sissoko Embalo et celui du candidat d'opposition Fernando Dias da Costa ont chacun revendiqué la victoire mardi, les résultats provisoires étant prévus jeudi. Dans un communiqué lu à l'état-major à Bissau, les militaires ont annoncé prendre le contrôle total du pays, suspendre le processus électoral et fermer les frontières. Ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, habitué aux instabilités, a connu 4 coups d'État et de nombreuses tentatives de putsch depuis son indépendance en 1973. Les événements interviennent dans un contexte de tension post-électorale, sans détails immédiats sur les motivations ou les leaders du mouvement militaire. Au moins 55 morts, 270 disparus et 45 blessés graves. Un incendie géant a ravagé 6 tours HLM du quartier Wong Fuk Court à Hong Kong. Le feu déclenché mercredi après-midi lors de travaux de rénovation s'est propagé à une vitesse fulgurante via les échafaudages traditionnels en bambou et l'isolation en polystyrène. Des centaines d'habitants ont été piégés. Les pompiers luttent encore contre les foyers résiduels. Ce drame, l'un des plus meurtriers de l'histoire récente de la ville, relance les critiques sur la sécurité des vieux immeubles et des chantiers à Hong Kong. Une enquête est ouverte. Le château de Windsor a dévoilé mardi ses décorations de Noël. Un sapin Nordman de 6 mètres, issu du parc royal, est destiné à être replanté. Près de 3000 guirlandes lumineuses dorées et cuivrées illumineront les salles historiques jusqu'au 6 janvier. 8 fleuristes ont réalisé l'ensemble en 3 jours, souvent juchés sur nacelle. Le public peut admirer cette tradition médiévale et même observer l'équipe au travail. Le plus grand château habité au monde brille ainsi d'élégance. Ce soir, immédiat, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain.